Je peux le sauver en 2 minutes. » La voix était douce, mais sa résonance figea la pièce comme un coup de tonnerre. Tous se retournèrent en même temps. Les experts médicaux, les actionnaires en costume sombre, l'assistante nerveuse. Même les écrans cessèrent de crépiter, comme pour mieux écouter. Dans l'encadrement de la porte, une femme se tenait là. Petite, les cheveux tirés sous une charlotte de service, sa blouse de ménage encore humide d'effort. Elle ne portait ni badge, ni stéthoscope, juste cette étrange assurance dans les yeux. « Pardon ?» fit l'un des chirurgiens, la voix moqueuse. « Vous êtes la femme de ménage ?» osa un autre, incrédule. Personne ne savait encore que ces quelques mots venaient de fracturer une réalité figée depuis trop longtemps. Personne ne comprenait qu'une guérison improbable venait de frapper à la porte. Mais pour comprendre cette scène, il faut remonter à son origine. Retour en arrière, 27 étages plus bas. Là où l'homme le plus puissant de la tour commençait doucement à mourir, sans que personne ne sache pourquoi. Il s'appelait Victor Landry, 54 ans, PDG de l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques d'Europe. Il avait bâti un empire sur la douleur des autres, traitement du cancer, vaccins, innovation génétique, tout y passait. L'élite médicale le craignait autant qu'elle le respectait. Mais Victor ne se tenait plus droit comme autrefois. Ce matin-là, ses doigts tremblaient en refermant les boutons nacrés de sa chemise. Son reflet dans la baie vitrée de son bureau n'avait plus rien du conquérant d'autrefois. Des cernes violacées creusaient son regard et une sueur glaciale glissait dans son dos, malgré les 23 degrés constants de sa suite. Le docteur Fournier, chef du département immunologie, l'observait, mal à l'aise. Les analyses ne révèlent rien de concluant. Votre taux de globules blancs chute, puis remonte sans logique. Vos organes sont fonctionnels, mais votre corps s'effondre lentement. Victor posa son verre de jus intact sur le marbre italien. « Je meurs, murmura-t-il, et personne ne sait pourquoi. Silence. » Puis, on a vu 17 spécialistes, de Genève à Boston. J'ai vidé un étage de la clinique Saint-Hubert pour que vous puissiez faire vos tests. Et vous me dites que vous ne comprenez pas. Fournier avala sa salive. Il n'avait jamais vu ça. Ce n'est pas une maladie, pas dans le sens traditionnel du terme. Peut-être un facteur émotionnel non identifié? Victor éclata d'un rire sans joie. Vous pensez que je suis en train de mourir de chagrin? Mais une ombre passa dans ses yeux, car il savait. Il savait que depuis la mort de sa fille Clara, 5 ans plus tôt, quelque chose en lui s'était brisé, et qu'il avait construit un palais de verre autour de cette faille. Mais le verre, justement, commence à craquer. Pendant ce temps, dans les couloirs sombres du personnel, Lina, 39 ans, poussait son chariot de ménage avec la discrétion des gens qu'on ne voit pas. Cela faisait 3 ans qu'elle nettoyait les étages de la tour Landry. Elle connaissait la moquette mieux que les directeurs financiers. Mais elle connaissait aussi Victor, à sa manière. Elle savait à quelle heure il buvait son premier café, 7h12, toujours noir, qu'il n'écoutait jamais de musique, qu'il passait ses appels les plus personnels dans la petite salle vitrée du 26e. Elle savait qu'il avait un vieux cadre photo caché derrière un volume de Camus. Et elle savait, sans savoir comment, que cet homme puissant était rongé de l'intérieur. Son abuela, en Andalousie, lui avait appris à écouter autrement, à sentir ce que les machines ne détectent pas, à lire les silences, à sentir les souffles, à reconnaître le parfum de la détresse. Pas celle des malades ordinaires, celle des âmes en ruine. Et Victor Landry empestait la perte. Ce jour-là, Lina monta plus tôt que prévu. Quand elle entra dans le bureau, Victor était seul. Il tenait un flacon de médicaments d'une main tremblante, l'autre pressée contre sa poitrine. Elle hésita. Puis, poussée par une force plus forte qu'elle, elle s'approcha. « Vous avez mal, ici, n'est-ce pas ?» Il sursauta. Ses yeux bleus croisèrent les siens. Et pendant un battement de cœur, quelque chose d'indescriptible passa entre eux. Quelque chose que même les IRM ne peuvent enregistrer. « Vous n'avez rien que les docteurs puissent soigner, dit-elle calmement. Victor voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. « Ce n'est pas votre corps qui veut mourir, monsieur Landry. C'est votre cœur qui refuse de vivre. » Elle se détourna et se remit à frotter le parquet, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Victor, tout avait changé. Plus tard, dans la salle de réunion au dernier étage, devant 25 cadres supérieurs, Victor s'effondra en plein discours.
Tension artérielle en chute, pulse erratique, respiration faible. « Appelez une ambulance !» cria quelqu'un. « Docteur Fournier, où est Fournier ?» Alors que le chaos montait, Lina, attirée par le tumulte, entra discrètement, et ce qu'elle vit la figea. Victor, allongé, gris, presque sans vie. Et l'odeur, pas celle de la maladie, l'autre. Celle que sa grand-mère appelait la puanteur de l'âme blessée. Celle qui annonce que le corps ne lâche pas, que l'esprit a déjà rendu les armes. Et alors elle murmura « Je peux le sauver en 2 minutes. » La salle d'attente privée de la clinique Saint-Hubert était plongée dans un silence tendu. L'assistante de Victor, les actionnaires et les meilleurs spécialistes d'Europe attendaient comme des statues de verre, incapables de comprendre ce qui était en train de se produire. Et pendant ce temps, Lina était entrée dans sa chambre, sans autorisation, sans blouse blanche, sans diplôme, mais avec ce que les autres n'avaient pas, la certitude. Victor Landry, le géant aux cheveux argentés, reposait dans un lit entouré de machines qui bourdonnaient dans le vide. Aucun signal d'alerte ne sonnait. Et pourtant, son souffle semblait suspendu, fragile, comme retenu au bord d'un précipice invisible. Lina s'approcha doucement, sortit une petite fiole d'huile mélangée, lavande, eucalyptus, un soupçon de menthe, et la déposa sur l'oreiller. Juste assez pour infuser l'air. Puis elle lui parla. « Vous êtes encore là, monsieur Landry. Votre corps attend que vous lui donniez la permission de rester. Mais il a besoin d'entendre autre chose que des bilans médicaux. » Victor ouvrit lentement les yeux. « Vous n'avez rien à faire ici. »« Je sais, répondit-elle, mais votre cœur non plus n'a rien à faire en enfer depuis 5 ans. » Il la regarda, les yeux humides, la gorge nouée. « Clara » Lina hocha la tête. « Elle est là, n'est-ce pas ? Dans chaque respiration que vous retenez, dans chaque nuit où vous ne dormez pas, dans chaque matin où vous faites semblant de tenir. » Victor éclata, pas en colère, en larmes, des larmes qu'il n'avait jamais laissé sortir, pas devant ses médecins, pas devant ses employés, pas même devant lui-même. Des larmes venues de ce gouffre silencieux où il avait enfermé sa fille. Et Lina resta là, assise à son chevet, tenant sa main, lui racontant ce que sa grand-mère disait toujours. Quand le cœur ne parle plus, le corps prend le relais pour hurler. Le lendemain, les analyses changèrent. Les chiffres reprenaient de la couleur. Les constantes se stabilisaient. Le docteur Fournier ne comprenait rien. « Ce n'est pas possible, » répétait-il. « Les résultats ne suivent aucun traitement en cours. Il n'a rien pris depuis 48 heures. Et pourtant, Victor allait mieux. Il mangeait, il dormait, il parlait. Mais surtout, il rêvait à nouveau. » Une semaine plus tard, Lina fut convoquée dans le bureau du président de la Fondation Landry. Elle pensait être licenciée. Elle fut surprise de trouver Victor lui-même derrière le bureau, debout, sans perfusion, sans assistance. Il la fixa longuement. « Vous m'avez sauvé, » dit-il simplement. « Non, » répondit Lina. « Vous vous êtes autorisé à vivre. » Un silence s'installa. Puis Victor sortit un petit coffret en bois sombre. C'était à Clara. Elle y rangeait ses pierres, ses feuilles, ses secrets d'enfant. Je n'ai jamais osé l'ouvrir, jusqu'à cette nuit. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une petite lettre froissée, écrite en lettres maladroites. « Papa, promets-moi que tu continueras à rire, même quand je ne serai pas là. Parce que si tu ris, ça veut dire que je vis encore un peu en toi. » Lina sentit les larmes monter. Victor aussi. Elle savait, même à 8 ans, elle savait que la vie ne s'arrête pas, sauf si on le décide. « Vous venez de choisir, » dit Lina. Il hocha la tête. « Mais j'ai encore une question. » Elle le regarda, surprise. « Pourquoi, vous ? Pourquoi vous seul avez vu ce que tous les autres ont raté ?» Lina hésita, puis sourit. « Parce que je ne regarde pas avec les yeux. Je regarde avec les cicatrices. » Ce soir-là, Victor annula tous ses rendez-vous. Il alluma pour la première fois depuis 5 ans le petit lecteur CD dans sa chambre. Et une vieille chanson que Clara adorait se mit à tourner doucement, remplissant la pièce d'une paix nouvelle. Il s'assit, prit une feuille et écrivit une lettre. Pas à un médecin, ni à un actionnaire, mais à sa fille. Une lettre de pardon, une lettre de renaissance. Mais au moment où Victor commençait à retrouver sa lumière, l'ombre revint. Le bureau de sécurité de la tour reçut un signalement. Une employée sans qualification, sans diplôme médical, aurait pénétré dans les dossiers médicaux confidentiels de M. Landry. Lina, un dossier, une enquête, une erreur du passé qu'elle pensait enterrer. Et le jour où Victor voulait lui offrir un poste, elle disparut, sans laisser de traces.
La partie 2 s'achève ainsi. Victor guéri, fort, prêt à ouvrir son cœur. Mais la seule personne capable de le comprendre a disparu, accusé à tort. Et dans le silence glacé du 27e étage, il ne reste qu'un nom griffonné sur un post-it, oublié sur le coin du bureau. Lina, celle qui a vu à travers moi. La tour Landry brillait sous les lumières de fin d'année. À l'intérieur, tout le monde s'affairait pour la grande réception caritative annuelle. Sauf un homme, Victor Landry. Assis dans le fauteuil de son bureau, une lettre froissée à la main, celle que Lina avait écrite à l'équipe médicale avant de disparaître. 3 phrases seulement. Open quote. « Je ne soigne pas avec des machines. Je soulage ce que vous ne voyez pas, mais ça vous fait peur. » Close quote. Il avait relu cette lettre plus de 100 fois. Elle n'avait rien volé. Elle n'avait enfreint aucune règle médicale, mais elle avait franchi la plus impardonnable, celle de guérir là où la médecine échoue. Et ça, on ne pardonne pas. Depuis 3 semaines, Victor la cherchait. Il avait engagé des détectives privés, contacté tous les anciens employeurs cités dans le dossier qu'il avait lui-même commandé. Tous disaient la même chose. Open quote. Elle aide trop. Elle aime trop. Et à chaque fois, elle paie le prix. Close quote. Une infirmière, licenciée pour avoir passé trop de temps avec une patiente âgée en fin de vie. Un jardinier de l'hôpital, qui disait l'avoir vue pleurer sur une tombe d'enfant, même si ce n'était pas la sienne. Un psychologue bénévole qui la décrivait comme celle qui guérit sans diplôme, mais avec l'âme. Victor comprenait enfin. Ce n'était pas Lina qui avait fui, c'était le monde qui n'avait jamais su quoi faire d'elle. Et ce matin-là, la vérité lui éclata au visage. Il se rendit à l'ancienne adresse de Lina, un petit immeuble modeste dans le quartier populaire de Belle-Croix. Une vieille voisine lui ouvrit, méfiante. « Vous êtes son frère ?» demanda-t-elle. « Non. Je suis un idiot, » murmura Victor. La vieille lui tendit un carnet oublié dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, des notes griffonnées, des croquis de plantes et une phrase encerclée plusieurs fois. Open quote. Le vrai remède, c'est quand on est vu. Vraiment vu. Close quote. Le soir même, Victor monta sur scène lors du gala caritatif, devant 300 invités triés sur le volet. Mais au lieu de prononcer le discours écrit par son équipe, il improvisa. « J'ai été malade, très malade, et personne ne trouvait pourquoi. Silence. On m'a injecté des traitements à 1 million d'euros, on a fait 27 IRM, 14 ponctions, et pourtant c'est une femme invisible qui m'a sauvé. Une femme sans blouse, sans titre, sans salaire décent, juste une main tendue, et une vérité insupportable à entendre. » Il marqua une pause. L'auditoire suspendit son souffle. Ce que les médecins n'ont pas vu, c'est que je mourais, de culpabilité. Un murmure parcourut la salle. Je n'ai jamais pardonné la mort de ma fille. Je me suis puni chaque jour, jusqu'à ce qu'une femme me dise « Votre cœur est plus malade que votre corps ». Il sortit de sa poche la lettre de Lina et la lut à haute voix. Puis, d'un geste lent, il la plaça dans une boîte transparente posée sur scène. « Ce soir, je lance une fondation. Pas à mon nom, pas à celui de ma fille, mais au nom de la guérisseuse oubliée. » Une lumière illumina l'écran géant derrière lui. Fondation Lina, pour guérir ce que la médecine ne voit pas. Et dans la salle, une femme se leva au fond, tremblante, les larmes aux yeux. Lina. Après le gala, il la retrouva dehors, sous les lumières dorées de Noël. La neige tombait doucement. Il s'approcha, hésitant. « Tu es venue. Je voulais être sûr que tu disais la vérité. »« Je suis désolé, Lina, pour le rapport, pour le doute. Pour t'avoir vu comme un danger alors que tu étais le remède. » Elle le regarda longtemps. « Pourquoi maintenant, Victor ?» Il prit sa main. « Parce qu'aimer, c'est aussi savoir dire « J'ai eu peur de toi, parce que tu pouvais me guérir. » Lina sourit doucement. « Et maintenant ?» Il inspira profondément. « Maintenant, je veux qu'on guérisse les autres, ensemble. Et que chaque enfant, chaque père, chaque âme perdue sache que guérir, c'est pas que de la science. C'est aussi de la présence. » Lina essuya ses larmes. « Alors lis-moi ce que tu lisais à Clara. » Victor sortit un petit carnet usé. Il ouvrit à la première page et lut, à voix haute. Pour Lina, pour Clara, pour lui. Et pendant qu'il lisait, la neige cessait de tomber, comme si le monde, lui aussi, s'était enfin apaisé.